Mon mari m'a humiliée pendant 15 ans. Un jour, il a pointé le sol de la salle de bain et a dit « Maintenant tu dors ici, c'est ce que tu mérites ». Puis il a pointé la gamelle du chien et a dit « À partir d'aujourd'hui, tu manges ici ». J'étais terrifiée. Mais cette fois, c'était différent. J'ai simplement dit « D'accord ». Puis je suis partie, mais 30 minutes plus tard, quelque chose s'est passé qui? Bonjour à tous, je m'appelle Claire, j'ai 57 ans et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, commençons. Paris, novembre 2024. Il est 6 heures du matin et je me réveille seule dans notre lit king size. Le côté de Laurent est froid depuis des heures. Je le sais parce que je pose ma main sur les draps, comme je le fais chaque matin depuis 3 ans. Ils sont glacés. Il n'est pas rentré cette nuit, ou alors il est reparti avant l'aube. L'odeur de son après-rasage a disparu, remplacée par un parfum bon marché qui n'est certainement pas le mien. Je reconnais ce parfum. C'est celui qu'il ramène souvent à la maison, collé à ses vêtements, à sa peau. Je ferme les yeux et j'essaie de ne pas penser à ce que cela signifie, mais mon cœur se serre quand même. Je me lève lentement, mes articulations craquent. À 57 ans, mon corps me rappelle chaque jour que je ne suis plus jeune. Je marche jusqu'à la salle de bain et j'allume la lumière. Le miroir me renvoie une image que je ne reconnais plus. Mes cheveux, autrefois châtains et brillants, sont maintenant gris et ternes. Mes yeux, jadis pétillants, sont entourés de cernes profondes. Mes mains tremblent légèrement. Quand suis-je devenue cette femme? Quand ai-je cessé d'être moi-même? Il y a 15 ans, en 2009, Laurent m'a demandé en mariage au Jardin du Luxembourg. C'était une journée ensoleillée de mai. Il avait apporté des roses blanches, mes préférées. Il s'est agenouillé devant moi, devant des dizaines de touristes qui applaudissaient, et il m'a dit « Claire, tu es tout pour moi, ma reine, mon amour, ma vie. Veux-tu m'épouser ?» J'ai pleuré de joie. J'ai dit oui sans hésiter. J'avais 42 ans et je pensais avoir trouvé l'homme de ma vie. Les 3 premières années ont été magiques. Laurent était attentionné, romantique, présent. Il m'offrait des fleurs sans raison. Il préparait le petit déjeuner au lit le dimanche. Il m'embrassait dans le cou en me disant combien il m'aimait. Nous avons voyagé à Nice, à Bordeaux, à Lyon. Nous avons ri, dansé, rêvé ensemble. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Je me souviens de ces moments comme on se souvient d'un rêve lointain, flou, presque irréel. Mais quelque chose a changé après ces 3 premières années. Je ne sais pas exactement quand, peut-être en 2012 ou 2013. Les petites attentions ont disparu. Les baisers sont devenus rares. Les « je t'aime » se sont transformés en silence pesant. Laurent rentrait de plus en plus tard du travail. Il disait qu'il avait des réunions, des dossiers urgents, des clients difficiles. Je l'ai cru. J'ai toujours eu confiance en lui. Puis, les critiques ont commencé. Au début, c'était de petites remarques. « Cette robe ne te va pas très bien, Claire. Tu as pris du poids? Non. Tu devrais peut-être te maquiller un peu plus. » Je les ai encaissées en silence. Je me suis dit qu'il avait raison, que je devais faire des efforts. J'ai changé de garde-robe. J'ai commencé un régime. J'ai acheté du maquillage. Mais rien n'a changé. Les critiques ont continué, de plus en plus dures, de plus en plus cruelles. Un soir, il y a 5 ans, en 2019, j'ai trouvé une boucle d'oreille dans la voiture de Laurent. Ce n'était pas la mienne. C'était une petite créole dorée, bon marché, qui ne ressemblait à rien de ce que je portais. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attendu qu'il rentre et je lui ai montré. Il a ri. Un rire froid, méprisant. « Tu es parano, Claire. C'est peut-être à une collègue ou à la femme de ménage. Tu deviens folle. » J'ai voulu le croire. J'ai tellement voulu le croire. Mais au fond de moi, je savais. Je savais qu'il mentait. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'étais vraiment paranoïaque. Peut-être que j'imaginais des choses. Peut-être que j'étais le problème. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté de fouiller. J'ai arrêté de chercher des preuves. Je me suis contentée de survivre. Jour après jour,
dans un mariage qui ressemblait de plus en plus à une prison. Ma mère m'avait toujours dit « Le mariage, c'est pour la vie, Claire. On ne divorce pas dans notre famille. On tient bon. » Alors j'ai tenu bon, même quand chaque jour était une torture, même quand je pleurais seule dans la salle de bain, même quand je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Les années ont passé. 10 ans, 12 ans, 15 ans de mariage. Les 3 premières années avaient été belles, mais les 12 suivantes ont été un enfer. Les humiliations se sont multipliées. Laurent m'insultait devant ses amis. Il me traitait comme une servante. Il me disait que j'étais inutile, que personne d'autre ne voudrait de moi, que j'avais de la chance qu'il me garde encore. Et moi, comme une idiote, je restais, parce que j'avais peur de me retrouver seule, peur de recommencer à zéro à mon âge, peur d'admettre que j'avais échoué. Nous avions un chien, Max, un golden retriever que j'adorais. Il était mon seul réconfort dans cette maison froide. Laurent ne s'en occupait jamais, mais moi je le promenais, je lui parlais, je le câlinais. Max est mort il y a 3 mois, en août 2024, d'une maladie du cœur. J'étais dévastée. Laurent n'a même pas semblé triste. C'était juste un chien, Claire. Arrête de pleurer. Mais pour moi, Max était bien plus qu'un chien. C'était mon ami, mon confident silencieux. Mais ce matin, en me regardant dans ce miroir, je sens quelque chose de différent. Une petite étincelle au fond de moi. Quelque chose qui refuse de s'éteindre complètement. Je ne sais pas encore ce que c'est. Mais c'est là. Et ça grandit. Il y a 3 ans, au printemps 2021, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'étais à la Fnac, rue de Rennes, pour acheter un cadeau d'anniversaire pour Laurent. Je cherchais un livre sur l'architecture, sa passion supposée, même si je ne l'avais jamais vu lire quoi que ce soit ces dernières années. En passant devant le rayon électronique, j'ai vu des caméras de sécurité. Petites, discrètes, faciles à installer. Je me suis arrêtée. Mon cœur battait fort. Une voix dans ma tête me disait « Fais-le, tu as besoin de savoir ». J'ai acheté 3 caméras. J'ai payé en espèces pour qu'il n'y ait aucune trace sur notre compte bancaire commun. Laurent vérifiait tous les relevés. Il contrôlait chaque centime que je dépensais. « C'est pour notre sécurité financière », disait-il. Mais je savais que c'était pour me contrôler, pour s'assurer que je ne devenais pas trop indépendante. De retour à l'appartement, j'ai attendu que Laurent parte travailler. Puis j'ai installé la première caméra dans le salon, derrière un tableau que nous avions acheté ensemble à Montmartre. La deuxième dans le couloir, dissimulée dans un vase décoratif. La troisième dans notre chambre, cachée dans un réveil factice que j'avais aussi acheté. Mes mains tremblaient en les installant. J'avais l'impression de faire quelque chose de terrible, de trahir mon mari. Mais une autre partie de moi savait que c'était nécessaire, que j'avais besoin de preuves, de vérité. Les premières semaines, je n'ai rien trouvé de concret. Laurent rentrait tard, mangeait en silence et s'endormait devant la télévision. Puis, un jeudi soir de juin 2021, j'ai visionné les enregistrements de la journée. Mon sang s'est glacé. À 14 heures, Laurent était rentré à l'appartement. Il n'était pas seul. Une femme blonde, mince, probablement dans la trentaine, était avec lui. Ils riaient. Ils s'embrassèrent dans notre couloir. Puis ils sont entrés dans notre chambre. Notre chambre. Le lit où je dormais chaque nuit. Le lit où il m'avait promis de m'aimer pour toujours. J'ai éteint l'ordinateur. Je ne pouvais pas regarder plus. J'ai pleuré pendant des heures, recroquevillée sur le canapé. Quand Laurent est rentré ce soir-là, il m'a trouvé les yeux rouges. « Qu'est-ce que tu as encore » a-t-il demandé avec agacement. « Rien », ai-je menti. « Je suis juste fatiguée. » Il a haussé les épaules et est allé se coucher. Je suis restée seule dans le salon, à fixer le mur, me demandant comment j'en étais arrivée là. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas confronté Laurent. Pas encore. Parce qu'une autre pensée avait germé dans mon esprit. Si je voulais partir, si je voulais divorcer, j'avais besoin de plus que des vidéos de tromperie. J'avais besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui me protégerait financièrement, légalement. Laurent était avocat spécialisé en droit fiscal. Il connaissait toutes les ficelles pour me laisser sans rien. Je devais être plus intelligente que lui. Alors, j'ai continué à enregistrer.
jour après jour, semaine après semaine, pendant 3 longues années. Les femmes se sont succédées. Une brune, une rousse, une autre blonde. Parfois, c'était la même femme plusieurs fois. Laurent les amenait chez nous, dans notre lit, comme si je n'existais pas. Comme si nos 15 ans de mariage n'avaient aucune importance. Chaque vidéo était un coup de poignard dans mon cœur. Mais je les archivais toutes, méthodiquement, froidement. Les humiliations à la maison se sont intensifiées. Laurent ne me parlait plus comme à une épouse, il me parlait comme à une domestique. Claire, ma chemise est froissée, repasse-la. Claire, le dîner est froid, réchauffe-le. Claire, tu ne sers même pas à ça. Je faisais tout ce qu'il demandait, sans protester, sans pleurer devant lui. Je gardais mes larmes pour la nuit, quand il dormait ou quand il n'était pas là. Un soir de 2023, il est rentré avec 3 de ses amis. Ils parlaient fort, riaient, sentèrent l'alcool. Je leur ai servi à boire et des amuse-gueules. L'un d'eux m'a remercié poliment. Laurent a ricané. « Ne la remercie pas, Marc. Elle fait juste son travail. C'est la seule chose qu'elle sait faire. » Ses amis ont ri. Pas tous, mais suffisamment. J'ai souri, comme si c'était une blague. Puis je suis retourné dans la cuisine et j'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. J'ai essayé de sauver notre mariage. Vraiment. J'ai proposé une thérapie de couple en 2022. Laurent a accepté, mais il n'est venu qu'à 2 séances avant d'arrêter. C'est une perte de temps, Claire. Le problème, c'est toi, pas nous. J'ai proposé un voyage comme avant. Nous sommes allés en Provence à l'été 2023. Mais il a passé tout le temps au téléphone à envoyer des messages à quelqu'un dont il refusait de me parler. J'ai cuisiné ses plats préférés. Il mangeait sans dire un mot, puis sortait immédiatement après. Rien ne fonctionnait, parce que Laurent ne voulait pas que ça fonctionne. Il voulait que je reste, mais seulement pour avoir quelqu'un à humilier, quelqu'un à contrôler. Je n'étais plus sa femme, j'étais devenue son souffre-douleur. Un matin d'octobre 2024, en vérifiant les enregistrements, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Laurent était dans le salon avec un homme en costume, quelqu'un que je ne connaissais pas. Il parlait à voix basse, mais la caméra avait tout capté. L'homme disait « Et la montre, c'est celle de sa famille ?» Laurent avait répondu « Oui, c'était à sa grand-mère. Elle vaut environ 15 000 €. Elle ne s'en rendra même pas compte. » Ils avaient ri ensemble. Mon cœur s'était arrêté. La montre de ma grand-mère, l'unique héritage que j'avais d'elle. Un objet précieux, chargé de souvenirs et d'amour. Laurent l'avait vendu. Sans me demander, sans me dire. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage, une rage froide, claire, déterminée. J'ai commencé à fouiller dans les papiers de Laurent. J'ai copié des documents bancaires. J'ai découvert des transferts suspects, des comptes cachés, des déclarations fiscales falsifiées. Laurent détournait de l'argent depuis des années. Notre argent. Mon argent. J'ai tout copié, tout enregistré, tout archivé. J'attendais le bon moment. Le moment où je serais prête à partir pour de bon. Le 24 novembre 2024, tout a basculé. C'était une nuit froide et pluvieuse. Paris était enveloppé dans un brouillard gris qui rendait tout encore plus sinistre. Laurent est rentré à 23 heures. J'étais assise dans le salon, les mains croisées sur mes genoux, le regard fixe. J'avais passé la journée à réfléchir, à peser le pour et le contre, à me demander si j'avais vraiment le courage de faire ce que j'envisageais depuis des mois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Laurent a claqué la porte derrière lui. Il sentait le parfum. Encore. Un parfum différent cette fois. Floral, écœurant. Du rouge à lèvres maculait le col de sa chemise blanche. Il ne prenait même plus la peine de se cacher. Il savait que je ne dirais rien, que je n'oserais jamais. Il est allé directement au bar, s'est servi un grand verre de whisky et l'a bu d'un trait sans même me regarder. Comme si je n'existais pas, comme si j'étais un meuble dans cette maison. « Laurent ?» ai-je dit d'une voix tremblante. « Il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux vers moi, agacé. « Parler de quoi ?» Sa voix était froide, cassante. « De nous,
de notre mariage, de ce qui se passe entre nous. Il a soupiré bruyamment et s'est resservi un verre. Ne commence pas avec ça, Claire. Pas ce soir. J'ai eu une journée de merde et je n'ai pas envie d'écouter tes jérémiades. J'ai pris une grande inspiration. Laurent, je sais que tu me trompes. Je sais que tu ramènes des femmes ici. Je sais que tu ne m'aimes plus. Mais je t'aime encore et je pensais qu'on pourrait essayer de... Il m'a coupé net. Tu m'aimes ? Il a ri. Un rire horrible, cruel, qui résonnait dans toute la pièce. Claire, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais vraiment aimée. Tu étais pratique, une femme stable, pas trop exigeante, pas trop compliquée. Mais maintenant, tu es juste un poids mort, un boulet que je traîne depuis trop longtemps. Ces mots m'ont transpercé comme des lames de rasoir. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je les ai retenus. Je ne voulais pas pleurer devant lui, pas cette fois. Laurent s'est approché de moi, son verre à la main, un sourire mauvais sur les lèvres. « Regarde-toi, Claire. Qui voudrait de toi ? Tu es vieille, moche, inutile, tu ne sers à rien. Même pas à tenir une maison correctement. » Il a vidé son verre et l'a posé violemment sur la table basse. Puis il s'est dirigé vers la salle de bain. Je l'ai suivi, le cœur battant, les jambes tremblantes. Il a ouvert la porte et a pointé du doigt le sol carrelé. « Tu vois ici ? À partir de ce soir, tu dors ici, par terre. C'est ce que tu mérites. » J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Il s'est retourné et a pointé la gamelle de Max, notre chien mort il y a 3 mois. Elle était toujours là, dans un coin de la salle de bain, car je n'avais pas eu le courage de la jeter. « Et tu manges ici, dans la gamelle du chien, compris ? » Le temps s'est arrêté. Tout autour de moi est devenu flou. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer, que j'allais pleurer, supplier, m'excuser comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose en moi a craqué. Pas de tristesse, pas de désespoir. Quelque chose de différent. Une clarté soudaine. Une force que je ne savais pas posséder. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « D'accord. » Ma voix était calme, presque détachée. Laurent a froncé les sourcils, surpris. Il s'attendait à ce que je pleure, que je le supplie de ne pas faire ça, que je m'agenouille devant lui comme une idiote. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement retournée, j'ai pris mon sac à main posé sur le canapé et je me suis dirigée vers la porte. « Où tu vas ?» a-t-il demandé, soudain inquiet. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans le couloir. Derrière moi, j'ai entendu Laurent crier. « Claire, reviens ici, immédiatement. Tu m'entends ? Claire !» Mais je ne me suis pas retournée. Mes pieds avançaient tout seuls, mécaniquement, descendant les escaliers de l'immeuble. Mon cœur battait vite, mais ce n'était plus de la peur. C'était de l'adrénaline, de la détermination. Une fois dehors, la pluie froide de novembre m'a giflé le visage. J'ai marché jusqu'au bout de la rue, loin de l'appartement, loin de Laurent. Je me suis arrêtée sous un lampadaire, tremblante, le souffle court. Puis j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts tremblaient, mais j'ai réussi à composer le numéro que j'avais enregistré il y a plusieurs mois, en prévision de ce moment précis. « Allô ? Commissariat du 18e arrondissement ?» Ma voix était étrangement calme, presque sereine. « Je souhaite déposer une plainte pour fraude fiscale, détournement de fonds, appropriation indue de biens conjugaux et... » J'ai pris une inspiration. Et j'ai des preuves. 3 ans de preuves. La femme à l'autre bout du fil a noté mes informations. « Vous avez des documents, madame ?»« Oui, des enregistrements vidéo, des relevés bancaires, des conversations enregistrées. Tout. Un instant, s'il vous plaît. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Cela m'aide énormément. Merci de votre soutien. Reprenons. Nous envoyons une équipe immédiatement, madame. Pouvez-vous nous donner l'adresse ? J'ai donné l'adresse de notre appartement. L'appartement où j'avais vécu 15 ans, dont 12 d'enfer. Nous serons là dans 30 minutes maximum, a dit la femme. Merci, ai-je murmuré avant de raccrocher. J'ai levé les yeux vers le ciel gris de Paris. La pluie tombait doucement sur mon visage.
Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose ressemblant à de la paix, à du soulagement. J'avais enfin agi. J'avais enfin trouvé le courage de dire stop. J'ai marché jusqu'à un petit café qui était encore ouvert malgré l'heure tardive. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un thé chaud et j'ai attendu. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Laurent m'envoyait des messages. « Où es-tu ? Reviens immédiatement. Tu fais une énorme erreur. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bu mon thé en silence, en regardant la pluie tomber sur les pavés de Paris, sachant que dans quelques minutes, tout allait changer. Pour toujours. 32 minutes exactement après mon appel, mon téléphone a vibré. C'était le numéro du commissariat. « Madame Claire, nous sommes devant votre domicile. Votre mari est présent. Nous procédons à l'interpellation. » J'ai fermé les yeux. « Merci », ai-je simplement dit. « Merci beaucoup. » J'ai imaginé la scène. Laurent, probablement affalé sur le canapé, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de lui, entendant la sonnette. L'ouvrant avec agacement, pensant que c'était moi qui revenais, prêt à ramper et à m'excuser comme d'habitude. Puis son visage changeant quand il verrait les deux policiers en uniforme devant lui. La confusion, l'incrédulité, puis la peur. J'ai souri malgré moi. Un petit sourire amer. Mais c'était la première fois que je souriais sincèrement depuis des années. Je suis restée assise dans ce café pendant encore 1 heure. Le serveur, un jeune homme aux cheveux bouclés, est venu me voir plusieurs fois pour me demander si tout allait bien. Il voyait probablement mes mains tremblantes, mes yeux rouges. « Ça va aller. Madame ?» Je hochais la tête à chaque fois. « Oui, merci. Ça va aller. » Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Ça allait aller. Pas tout de suite. Pas demain. Mais un jour. Un jour, j'irai bien. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Madame Claire ? Lieutenant Mercier du commissariat du 18e. Votre mari a été interpellé et conduit au poste. Nous aurions besoin que vous veniez déposer officiellement votre plainte et nous remettre les preuves dont vous nous avez parlé. » J'ai avalé ma salive. J'arrive dans 20 minutes. Le trajet jusqu'au commissariat m'a semblé irréel. Le métro était presque vide à cette heure tardive. Quelques personnes fatiguées rentraient chez elles. Un homme lisait un journal. Une femme écoutait de la musique avec ses écouteurs. Tout semblait normal. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout venait de changer. Ma vie entière venait de basculer. J'étais terrifiée et soulagée en même temps. 2 émotions contradictoires qui se battaient dans ma poitrine. Arrivée au commissariat, j'ai été accueillie par une femme policière d'une 40aine d'années, au regard doux mais déterminé. « Madame Claire, je suis la capitaine Rousseau. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle m'a conduite dans une petite salle d'interrogatoire. Une table, 3 chaises, une caméra dans un coin. « Asseyez-vous. Vous voulez un café ? De l'eau ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci. Je veux juste en finir. » La capitaine Rousseau s'est assise en face de moi et a posé un bloc-notes sur la table. « Racontez-moi tout depuis le début. Prenez votre temps. » Alors j'ai parlé. J'ai raconté les 15 années de mariage, dont les 3 premières belles et les 12 suivantes infernales. Les humiliations, les manipulations, les tromperies. J'ai parlé des caméras que j'avais installées en 2021, des vidéos que j'avais enregistrées pendant 3 ans, des documents que j'avais copiés. J'ai parlé de la montre de ma grand-mère, vendue sans mon consentement, des détournements de fonds, des déclarations fiscales falsifiées. Ma voix tremblait parfois, mais je continuais. Il fallait que tout sorte, que tout soit dit. La capitaine écoutait attentivement, notant tout. De temps en temps, elle posait une question pour clarifier un détail. « Cette conversation que vous avez enregistrée, c'était quand exactement ? » Le 3 octobre 2024. Et les relevés bancaires montrent des transferts vers quel compte ? Un compte aux îles Caïmans, au nom d'une société offshore dont je ne connaissais même pas l'existence. À chaque réponse, la capitaine hochait la tête, son stylo grattant le papier. Après 2 heures d'interrogatoire, elle a refermé son bloc-notes. « Madame Claire, vous avez rassemblé un dossier extrêmement solide.
Les preuves que vous avez sont accablantes. Votre mari risque des poursuites pour fraude fiscale, détournement de fonds conjugaux, appropriation indue et possiblement blanchiment d'argent. J'ai senti mes épaules se relâcher légèrement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il sera entendu cette nuit. Demain matin, le procureur décidera s'il maintient la garde à vue ou s'il le place en détention provisoire. Avec les éléments que vous nous avez fournis, je pense que la détention est très probable. La capitaine s'est levée. Vous avez été très courageuse, madame. Beaucoup de femmes dans votre situation n'osent jamais franchir ce pas. J'ai senti les larmes monter. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Elle a posé une main sur mon épaule. L'important, c'est que vous l'ayez fait. C'est tout ce qui compte. Je suis sortie du commissariat vers 2 heures du matin. L'air froid de novembre m'a giflé, mais cette fois, je l'ai accueilli avec soulagement. J'ai respiré profondément, remplissant mes poumons d'air pur, libre. J'étais libre. Je ne pouvais pas retourner à l'appartement. Pas ce soir. Alors j'ai appelé ma sœur, Sophie, qui habitait dans le 15e arrondissement. « Sophie, c'est moi. Est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir ?» Il y a eu un silence, puis sa voix inquiète. « Claire, qu'est-ce qui se passe ? Il est 2 heures du matin. »« Je t'expliquerai, s'il te plaît. »« Bien sûr, viens. La porte sera ouverte. » 20 minutes plus tard, j'étais devant l'appartement de Sophie. Elle m'a ouvert en robe de chambre, les cheveux ébouriffés, le visage marqué par l'inquiétude. « Mon Dieu, Claire, tu es trempée! Entre vite !» Elle m'a fait asseoir sur son canapé et m'a apporté une couverture chaude. « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Laurent. » J'ai hoché la tête. Je l'ai quitté. Pour de bon. J'ai porté plainte. Sophie est restée bouche bée. « Tu as fait quoi ?» J'ai porté plainte contre lui. Pour fraude, détournement de fonds. Il est au commissariat en ce moment. Ma sœur s'est laissée tomber à côté de moi. « Claire, je ne sais pas quoi dire. Je suis fière de toi. Tellement fière. » Elle m'a serrée dans ses bras et j'ai enfin laissé couler mes larmes. Toutes ces années de douleur, de frustration, de peur se sont déversées. Je pleurais contre l'épaule de ma sœur comme une enfant. Elle me caressait les cheveux en murmurant « C'est fini, Claire, c'est fini. Tu es libre maintenant. » Je me suis réveillée le lendemain matin sur le canapé de Sophie, enveloppée dans une couverture épaisse. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux. J'ai mis quelques secondes à réaliser où j'étais et ce qui s'était passé la veille. Puis, tout m'est revenu d'un coup. Laurent, le commissariat, la plainte. Mon cœur s'est serré, mais étrangement, ce n'était pas de regret. C'était de l'appréhension pour ce qui allait suivre. Sophie était déjà debout, préparant du café dans la cuisine. L'odeur m'a ramené à des souvenirs d'enfance, quand nous vivions encore chez nos parents, avant que la vie devienne si compliquée. « Bonjour », a-t-elle dit doucement en me voyant me lever. « Tu as dormi un peu ?» J'ai hoché la tête. « Oui, un peu. Merci de m'avoir accueilli. » Elle m'a tendu une tasse de café fumant. « Tu es ma sœur, Claire. Tu seras toujours la bienvenue ici. » Toujours. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Sophie me regardait avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai bu une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre dans ma gorge. Je ne sais pas exactement. Attendre des nouvelles du commissariat, trouver un avocat pour le divorce, récupérer mes affaires à l'appartement. Ma voix tremblait légèrement en prononçant ces mots. Tout cela me semblait irréel. Mon téléphone a sonné. C'était la capitaine Rousseau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Madame Claire, j'ai des nouvelles. Votre mari a été entendu cette nuit. Il a d'abord nié toutes les accusations, mais quand nous lui avons montré les preuves, les enregistrements vidéo et les documents financiers, il s'est effondré. Le procureur a décidé de le placer en détention provisoire. Il restera en prison pendant l'instruction du dossier. » J'ai senti mes jambes devenir faibles. Sophie m'a prise par le bras, inquiète. « Claire, ça va ?» J'ai hoché la tête et continué à écouter la capitaine. « Les charges sont lourdes, madame. Fraude fiscale à hauteur de 127 000 €, détournement de fonds conjugaux, vente non autorisée de biens communs, sans compter les éléments concernant les multiples tromperies qui renforceront votre dossier de divorce. Vous avez fait un excellent travail en rassemblant toutes ces preuves. » Après avoir raccroché, je suis restée immobile quelques instants,
essayant d'assimiler l'information. Laurent était en prison. L'homme qui m'avait humilié pendant 12 ans, qui m'avait fait croire que je ne valais rien, qui m'avait volé mon argent et mon héritage familial, était maintenant derrière les barreaux. Une partie de moi ressentait une satisfaction que je n'osais pas vraiment m'avouer. Une autre partie était simplement soulagée que ce cauchemar commence enfin à prendre fin. « Il est en prison », ai-je dit à Sophie. Elle a écarquillé les yeux. « Vraiment ? » ?»« Oui. Pour le moment, en détention provisoire, jusqu'au procès. » Ma sœur a serré mes mains dans les siennes. « Claire, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu as eu le courage de dire non, de te battre. Tellement de femmes n'y arrivent jamais. » Ses yeux brillaient de larmes. « Maman aurait été fière de toi. » La mention de notre mère m'a fait monter les larmes aux yeux. Elle était décédée il y a 8 ans, en 2016, d'un cancer. Dans ces derniers jours, elle m'avait dit « Claire, promets-moi d'être heureuse, même si ça veut dire faire des choix difficiles. » Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprenais. Maman savait. Elle voyait bien que Laurent me rendait malheureuse. Mais elle ne voulait pas me brusquer. Elle voulait que je trouve ma propre force. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, Maître Blanchard, une femme dans la cinquantaine à l'allure sévère, mais au regard bienveillant. Elle a écouté mon histoire attentivement, prenant des notes. « Madame Claire, avec les preuves que vous avez, le divorce sera prononcé au tort exclusif de votre mari. Vous aurez droit à au moins 70% des biens communs, peut-être plus selon le jugement. Et concernant la montre de votre grand-mère, nous allons tout faire pour la récupérer. » La montre. J'y pensais constamment. C'était une Patek Philippe ancienne que ma grand-mère avait reçue de son propre père. Elle valait une fortune, mais pour moi, sa valeur était sentimentale. Elle représentait ma famille, mon histoire, mes racines. Laurent l'avait vendue comme un vulgaire objet. « Je veux la récupérer », ai-je dit fermement. « Je m'en occupe personnellement », a assuré Maître Blanchard. Une semaine après mon départ, j'ai dû retourner à l'appartement pour récupérer mes affaires. Sophie m'accompagnait. J'avais peur de me retrouver dans ce lieu qui avait été ma prison pendant tant d'années. La capitaine Rousseau nous avait donné l'autorisation d'entrer, accompagnée d'un agent de police pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème. Laurent était toujours en détention, mais je redoutais ce moment quand même. En ouvrant la porte, une odeur familière m'a assailli. Ce mélange de parfums de Laurent, de café et de renfermé. L'appartement était dans le même état que je l'avais laissé. La bouteille de whisky vide sur la table basse. Les verres sales. La gamelle de Max toujours dans la salle de bain. Mon cœur s'est serré, mais je me suis forcée à avancer. « Prends ce dont tu as besoin », a dit Sophie. « On ne reste pas longtemps. » J'ai commencé par la chambre. J'ai rempli 2 valises de vêtements, de photos de ma famille, de quelques livres qui m'étaient chers. Dans le tiroir de ma table de nuit, j'ai retrouvé mon journal intime que je n'avais pas ouvert depuis des années. Je l'ai feuilleté rapidement. Les premières pages étaient remplies de mots d'amour pour Laurent, de rêves d'avenir. Puis, au fil des pages, le ton changeait. Les rêves devenaient des questionnements, puis des doutes, puis des cris silencieux de désespoir. J'ai refermé le journal et l'ai glissé dans ma valise. Dans le salon, j'ai récupéré les caméras que j'avais installées 3 ans plus tôt. Sophie me regardait avec admiration. « Tu as vraiment fait ça toute seule ?» J'ai hoché la tête. « Oui, pendant 3 ans. J'enregistrais tout. Tu es incroyable, Claire. Vraiment. » Nous avons fini de rassembler mes affaires en moins d'1 heure. En sortant de l'appartement pour la dernière fois, je me suis retournée une dernière fois. Ces murs avaient été témoins de tant de souffrances, mais maintenant, je les laissais derrière moi, pour toujours. 2 semaines après mon départ, Maître Blanchard m'a appelé avec une nouvelle qui m'a fait bondir de joie. « Madame Claire, nous avons localisé la montre de votre grand-mère. Elle a été vendue à un collectionneur privé à Lyon. J'ai contacté son avocat et expliqué la situation. Le bien ayant été vendu sans votre consentement, la transaction est illégale. Le collectionneur a accepté de la restituer contre remboursement du prix d'achat par votre mari. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Vraiment ? Je vais la récupérer ? » ?»« Oui, madame, d'ici la fin du mois. » Cette nouvelle m'a redonné une énergie que je ne pensais plus avoir. La montre de grand-mère représentait tellement pour moi.
C'était le seul lien tangible qui me restait avec elle, avec mon enfance, avec une époque où j'étais heureuse et insouciante. Laurent m'avait volé tant de choses, ma dignité, ma confiance en moi, 12 années de ma vie. Mais il n'allait pas garder ce trésor familial. Pas ça. Pendant ce temps, l'instruction avançait. La capitaine Rousseau me tenait régulièrement informée. Les enquêteurs avaient découvert que Laurent avait non seulement détourné 127 000 € de notre compte commun, mais qu'il avait également créé plusieurs sociétés écrans pour échapper au fisc. Le montant total de la fraude dépassait les 300 000 €. C'est énorme, m'avait expliqué la capitaine. Il risque plusieurs années de prison ferme. J'habitais toujours chez Sophie, qui m'avait accueilli sans la moindre hésitation. Mais je savais que je ne pouvais pas rester éternellement. Je devais reconstruire ma vie, trouver mon propre espace. Un matin, en prenant le petit déjeuner, Sophie m'a tendu le journal. « Regarde, il y a des appartements à louer dans le 11e. Pas trop cher, tu devrais peut-être commencer à chercher. » Elle avait raison. Il était temps de penser à l'avenir. J'ai commencé à visiter des appartements, des petits studios, des 2 pièces modestes. Rien de luxueux comme l'appartement de Montmartre que j'avais partagé avec Laurent. Mais ces lieux étaient différents. Ils représentaient un nouveau départ, une chance de recommencer, de redevenir moi-même. Après plusieurs visites, j'ai trouvé un petit 2 pièces près du Père-Lachaise. Lumineux, calme, avec une petite terrasse donnant sur une cour intérieure. « Je le prends », ai-je dit au propriétaire sans hésiter. Le processus de divorce avançait rapidement grâce aux preuves accablantes que j'avais rassemblées. Maître Blanchard était optimiste. Le juge a examiné le dossier, avec les vidéos des tromperies, les documents financiers, les témoignages que nous avons recueillis auprès de vos proches. Le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Laurent. Vous aurez droit à une prestation compensatoire substantielle et à la majorité des biens communs. Un matin de décembre, 3 semaines après mon départ, j'ai reçu un colis par coursier. C'était un petit écrin en velours noir. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, la montre de ma grand-mère brillait doucement sous la lumière. Je l'ai prise délicatement, comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Ce qui était le cas pour moi. Les larmes ont coulé sur mes joues, mais c'étaient des larmes de soulagement, de joie. J'ai porté la montre à mon poignet. Elle était un peu grande, comme elle l'avait toujours été. Grand-mère avait de gros poignets, elle plaisantait toujours là-dessus. « Les poignets d'une vraie travailleuse », disait-elle en riant. Je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une femme forte me regarder en retour. Pas une victime, pas une femme brisée, une survivante. Sophie est rentrée du travail ce soir-là et m'a trouvée assise sur le canapé, la montre au poignet, le regard perdu dans le vide. « Claire, ça va ?» Je lui ai montré la montre. Elle est revenue. Ma sœur s'est assise à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Je suis tellement heureuse pour toi. Nous sommes restés ainsi un long moment, en silence, la montre de grand-mère entre nous comme un symbole de victoire. Les jours suivants, j'ai commencé à aménager mon nouvel appartement. C'était petit, mais c'était à moi, mon espace, mon refuge. J'ai acheté quelques meubles d'occasion, des rideaux clairs qui laissaient entrer la lumière, des plantes vertes pour donner un peu de vie. Chaque objet que je plaçais était un acte de reconstruction. Chaque décision que je prenais renforçait ma confiance retrouvée. Un soir, alors que je rangeais mes livres dans une étagère, mon téléphone a sonné. C'était Maître Blanchard. « Madame Claire, j'ai une excellente nouvelle. Le juge a fixé la date de l'audience de divorce au 15 janvier 2025. Avec les éléments du dossier, je suis confiante. Ce sera rapide. Le 15 janvier, dans moins d'1 mois, je serai officiellement divorcée. Libre. Vraiment libre. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des années. Pas de cauchemar, pas d'angoisse. Juste un sommeil profond, réparateur. Au réveil, j'ai ouvert les rideaux de ma chambre et regardé le soleil d'hiver illuminer Paris. La ville me semblait différente, plus belle, plus accueillante, comme si elle m'invitait à recommencer, à vivre pleinement. J'ai commencé à sortir davantage, à rencontrer des amis que j'avais négligés,
pendant mon mariage avec Laurent. Elles étaient toutes stupéfaites de me voir. « Claire, tu as l'air tellement différente », m'a dit Élise, une ancienne collègue, plus lumineuse, plus vivante. « Je suis libre », ai-je simplement répondu, et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais vraiment libre. Laurent, de son côté, n'allait pas bien selon ce que m'avait rapporté la capitaine Rousseau. En prison, il avait perdu du poids, était devenu irritable et agressif. Ses avocats essayaient de négocier une réduction de peine, mais avec l'ampleur de la fraude découverte, c'était presque impossible. « Il a détruit sa propre vie », avait commenté la capitaine. Je n'avais ressenti ni joie ni tristesse en apprenant cela. Juste une forme d'indifférence. Laurent ne faisait plus partie de ma vie. Il était devenu un fantôme du passé. Noël approchait. Sophie m'a invité à passer les fêtes avec elle et son compagnon, Marc. « Tu ne seras pas seule, Claire. Jamais. » J'ai accepté avec reconnaissance. Le soir du réveillon, alors que nous étions tous réunis autour de la table, Sophie a levé son verre. À Claire, à son courage, à sa liberté retrouvée. Marc et moi avons trinqué. À la liberté, ai-je murmuré en souriant. Le 15 janvier 2025 est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. C'était le jour de l'audience de divorce. Je me suis réveillée tôt ce matin-là, le cœur battant, mais pas de peur. C'était de l'anticipation, de l'espoir. Dans quelques heures, mon mariage avec Laurent serait officiellement terminé. Je ne serais plus son épouse. Je redeviendrais simplement Claire. Moi-même. J'ai choisi avec soin ma tenue. Un tailleur bleu marine sobre mais élégant. La montre de ma grand-mère à mon poignet. Un peu de maquillage pour cacher les traces de fatigue. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je commençais à reconnaître. Une femme qui avait traversé l'enfer et qui en était ressortie plus forte. Sophie m'attendait dans le salon. « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête. « Oui, allons-y. » Le palais de justice était imposant, froid, intimidant. Maître Blanchard nous attendait à l'entrée, son attaché-case à la main, l'air déterminé. « Bonjour, Madame Claire. Aujourd'hui va être une journée importante. Vous êtes prête ?»« Oui, » ai-je répondu d'une voix que j'espérais assurée. « Bien. Laurent sera présent, escorté par des gendarmes puisqu'il est toujours en détention provisoire. Ne vous laissez pas déstabiliser. Restez calme. Le dossier parle de lui-même. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience, quelques rangées de sièges vides, un grand bureau où le juge allait s'installer. Et de l'autre côté de la salle, Laurent. Il était assis entre deux gendarmes, les mains libres mais sous surveillance. Quand il m'a vu entrer, nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur, du regret peut-être, ou simplement de la colère. Je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fichais. Laurent avait terriblement changé. Son visage était creusé, ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il portait un costume froissé qui pendait sur son corps amaigri. L'homme arrogant et méprisant qui m'avait humilié pendant 12 ans n'était plus là. À sa place, un homme brisé, défait. Une partie de moi a ressenti une pointe de pitié. Mais elle a vite disparu quand je me suis souvenu de tout ce qu'il m'avait fait subir. Le juge est entré. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs coupés courts, au regard perçant mais juste. L'audience est ouverte. Affaire Claire contre Laurent. Divorce pour faute. Elle a ouvert le dossier devant elle et a commencé à lire. Les faits étaient énoncés froidement, méthodiquement. Les tromperies répétées. Les humiliations psychologiques. La fraude fiscale. Le détournement de fonds. La vente illégale de biens conjugaux. À chaque phrase, je voyais Laurent s'enfoncer un peu plus dans son siège. L'avocat de Laurent, un homme jeune et nerveux, a essayé de plaider. « Votre honneur, mon client reconnaît avoir commis des erreurs, mais les enregistrements ont été réalisés à son insu, ce qui pose un problème de consentement. » Le juge l'a coupé net. « Maître, dans le cadre d'un domicile conjugal et face à des suspicions de fraude, ces enregistrements sont parfaitement légaux. Continuez. » L'avocat a dégluti péniblement et s'est rassis, visiblement dépassé. Maître Blanchard s'est levée. Elle a présenté le dossier de manière claire, précise, implacable. Les preuves vidéo ont été projetées sur un écran.
Les conversations enregistrées ont été diffusées. Les documents financiers ont été examinés. À chaque élément présenté, je voyais Laurent se tasser davantage. À un moment, il a voulu prendre la parole. « Votre honneur, je peux expliquer. » Le juge a levé la main. « Vous aurez votre tour, monsieur. Pour l'instant, écoutez. » Quand ce fut son tour de parler, Laurent a essayé de se justifier. « J'étais stressé par mon travail. J'ai fait des erreurs, oui, mais je n'ai jamais voulu faire du mal à Claire. Je l'aimais. Je l'aime encore. » Sa voix tremblait. Il semblait sincère. Mais je savais que c'était du théâtre. Laurent avait toujours été un excellent menteur. Le juge ne semblait pas convaincu non plus. « Monsieur, aimer quelqu'un ne justifie pas de le voler, de le tromper et de l'humilier pendant 12 ans. » Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Claire, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levée. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix était ferme. « Votre honneur, j'ai passé 15 ans de mariage avec cet homme. Les 3 premières années ont été belles, mais les 12 suivantes ont été un enfer. J'ai tout essayé pour sauver notre mariage. La thérapie, les voyages, la patience, mais rien n'a fonctionné parce que Laurent ne voulait pas que ça fonctionne. Il voulait juste quelqu'un à contrôler, à humilier, à détruire. Aujourd'hui, je suis ici pour reprendre ma vie, pour redevenir moi-même. » Un silence lourd a suivi mes mots. Le juge a refermé le dossier. Après examen de l'ensemble des pièces, et compte tenu de la gravité des fautes commises par Laurent, je prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux. Madame Claire recevra 75% des biens communs, ainsi qu'une prestation compensatoire de 50 000 €. Tous les biens détournés devront être restitués. L'audience est levée. Le coup de marteau a résonné dans la salle. C'était fini, vraiment fini. Je suis restée immobile quelques secondes, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Maître Blanchard m'a serré la main. « Félicitations, Madame Claire, vous avez gagné. » Sophie m'a prise dans ses bras et je me suis effondrée contre elle, pleurant toutes les larmes que j'avais retenues pendant des années. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de libération. En sortant du tribunal, j'ai senti l'air frais de janvier sur mon visage. Le ciel était gris, mais pour moi, il était lumineux. Paris s'étendait devant moi, pleine de possibilités, d'espoir, de vie. J'ai regardé la montre de ma grand-mère à mon poignet. Elle avait survécu. J'avais survécu. Nous étions toutes les deux intactes, prêtes à affronter l'avenir. « Où veux-tu aller maintenant ?» m'a demandé Sophie. J'ai souri. « Chez moi. Dans mon appartement. Mon chez moi. » Le soir même, j'étais assise sur mon petit balcon, une tasse de thé à la main, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Mon téléphone a sonné. C'était la capitaine Rousseau. « Madame Claire, je voulais vous informer que le procès pénal de votre ex-mari aura lieu en mars. Il sera jugé pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Les procureurs sont confiants. Il écope probablement de plusieurs années de prison ferme. Merci de m'avoir prévenu, ai-je simplement dit. J'ai raccroché et j'ai fermé les yeux. Laurent allait payer pour ce qu'il avait fait. La justice suivait son cours. Mais pour moi, cette page était déjà tournée. Je ne voulais plus penser à lui. Je voulais penser à moi, à ce que j'allais faire de ma nouvelle vie, aux rêves que j'avais abandonnés et que je pouvais maintenant poursuivre, aux personnes que j'allais rencontrer, aux joies simples que j'allais redécouvrir. Mars 2025. 1 mois et demi s'est écoulé depuis le divorce. 1 mois et demi pendant lequel j'ai vécu plus intensément que durant les 12 années d'enfer passées avec Laurent. J'ai repeint les murs de mon appartement dans des couleurs claires et apaisantes. J'ai acheté des livres que j'avais envie de lire depuis longtemps. J'ai pris des cours de peinture, une passion que j'avais abandonnée quand Laurent se moquait de mes toiles. « Tu perds ton temps avec ça », disait-il. Maintenant, je peignais pour moi. Et c'était merveilleux. Ce matin-là, je me suis réveillée avec une sensation étrange. C'était le jour du procès pénal de Laurent. La capitaine Rousseau m'avait proposé d'y assister, mais j'avais refusé. Je n'avais plus besoin de le voir. Plus besoin de cette confrontation. Mon combat était terminé. Le sien ne faisait que commencer. J'ai préparé mon café tranquillement, écouté la radio, puis je suis sortie me promener au Père-Lachaise. Le cimetière était paisible, presque beau sous le soleil de mars. En marchant entre les tombes, j'ai pensé à ma grand-mère.
Elle aurait été fière de moi. Elle qui avait elle-même vécu une vie difficile, qui avait connu la guerre, la pauvreté, mais qui n'avait jamais perdu sa dignité. Elle m'avait transmis cette force sans que je m'en rende compte. Cette force qui m'avait permis de survivre, de me relever, de dire non. J'ai touché la montre à mon poignet. « Merci, grand-mère », ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré en fin d'après-midi. C'était la capitaine Rousseau. « Madame Claire, le verdict est tombé. Laurent a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Il devra également rembourser la totalité des sommes détournées, plus les intérêts et une amende de 150 000 €. J'ai pris une grande inspiration. Merci de m'avoir informé, capitaine. Comment allez-vous, madame? Je vais bien, vraiment bien. Et c'était vrai. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse en apprenant la sentence. Juste une forme de clôture, un chapitre définitivement refermé. Laurent allait passer les prochaines années en prison. Il allait payer pour ses crimes. Mais moi, j'étais libre. Libre de vivre, de respirer, d'exister sans peur. C'était tout ce qui comptait. Le soir même, Sophie m'a invité à dîner chez elle pour célébrer. Marc avait préparé un festin. Du saumon, des légumes rôtis, un gâteau au chocolat fait maison. Nous avons trinqué au vin rouge. « À Claire », a dit Sophie en levant son verre, « à la femme la plus courageuse que je connaisse. À la liberté », ai-je ajouté en souriant. « À la liberté », ont-ils répété en chœur. Pendant le dîner, Sophie m'a demandé ce que je comptais faire maintenant. « Tu vas retourner travailler? Voyager? Rencontrer quelqu'un ?» J'ai réfléchi quelques instants. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je veux juste profiter de cette tranquillité, réapprendre à me connaître, à savoir ce que je veux vraiment, sans personne pour me dire ce que je dois faire ou penser. Marc a hoché la tête. C'est intelligent. Prends ton temps. Tu le mérites. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai marché lentement dans les rues de Paris. La ville était illuminée, vivante, magnifique. Des couples se promenaient main dans la main. Des groupes d'amis riaient aux terrasses des cafés. La vie continuait, simple et belle. J'ai souri en réalisant que je faisais à nouveau partie de cette vie, que j'existais à nouveau. Pas comme l'ombre de quelqu'un d'autre, mais comme moi-même. Arrivé à mon appartement, j'ai allumé toutes les lumières. J'ai préparé une tisane et je me suis installée sur le canapé avec un livre que j'avais commencé la semaine précédente. C'était un roman sur une femme qui recommençait sa vie après un divorce difficile. Je m'identifiais tellement à elle, à sa douleur, à son courage, à sa renaissance. En lisant, j'ai réalisé que des millions de femmes à travers le monde vivaient ou avaient vécu des situations similaires, que je n'étais pas seule, que nous étions nombreuses à nous battre pour notre dignité. Quelques semaines plus tard, en avril, j'ai reçu un virement bancaire. C'était la prestation compensatoire ordonnée par le juge. 50 000 €. Une somme considérable. J'ai regardé le montant sur mon compte et j'ai ressenti une étrange émotion. Cet argent représentait 15 ans de ma vie. 12 ans de souffrance, d'humiliation, de sacrifice. Aucune somme ne pouvait vraiment compenser tout cela. Mais c'était un début. Une reconnaissance que j'avais été lésée, que j'avais droit à quelque chose. Avec une partie de cet argent, j'ai décidé de réaliser un vieux rêve, voyager seul, quelque chose que Laurent n'avait jamais voulu faire. « Les voyages en solo, c'est pour les gens qui n'ont personne », disait-il avec mépris. Mais maintenant, je comprenais que c'était exactement le contraire. Voyager seul, c'était se retrouver, se découvrir, s'appartenir pleinement. J'ai réservé un billet d'avion pour Florence. 3 semaines en Italie. Musée, restaurant, promenade. Juste moi et mes envies. Le départ était prévu pour mai. En attendant, j'ai continué mes cours de peinture. Mon professeur, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs et au sourire bienveillant, m'encourageait constamment. « Vous avez du talent, Claire. Ne vous censurez pas. Laissez-vous aller. » Ces mots me faisaient du bien. Pendant des années, Laurent m'avait répété que je n'étais bonne à rien. Maintenant, quelqu'un me disait le contraire, et je commençais à le croire. Un matin de fin avril, alors que je prenais mon café sur le balcon, j'ai ouvert mon journal intime. Celui que j'avais retrouvé dans l'appartement de Montmartre.
J'ai relu quelques passages. Les pages les plus sombres, celles où je doutais de moi, où je me détestais, où je pensais que je méritais ce que Laurent me faisait subir. Ces mots me faisaient mal. Mais ils me rappelaient aussi d'où je venais, le chemin que j'avais parcouru, la force que j'avais trouvée. J'ai pris un stylo et j'ai écrit une nouvelle entrée. Aujourd'hui, 28 avril 2025. Je m'appelle Claire, j'ai 57 ans. Et pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis vraiment. Je suis une survivante, une combattante, une femme libre. Mon passé ne me définit plus. Il m'a façonnée, oui, mais il ne me contrôle plus. L'avenir m'appartient. Et je vais en faire quelque chose de beau, quelque chose qui me ressemble. Je ne sais pas exactement ce que ce sera. Mais je sais une chose avec certitude. Je ne laisserai plus jamais personne me voler ma dignité. Plus jamais. J'ai refermé le journal et j'ai regardé Paris s'éveiller sous mes yeux. Les toits gris, les rues pavées, les arbres bourgeonnants. Cette ville qui avait été témoin de mes pires moments était maintenant le théâtre de ma renaissance. Je me suis levée, j'ai étiré mes bras vers le ciel et j'ai souri. Un vrai sourire. Sincère, lumineux. Le premier jour du reste de ma vie venait de commencer. Et cette fois, c'était moi qui écrivais l'histoire. Moi seule. Claire, libre, vivante, heureuse.